Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, place au dernier épisode de notre série dédiée aux rugbymen et women agriculteurs et agricultrices. Et oui, la Coupe du Monde arrive déjà à sa fin. Mais bonne nouvelle, il ne reste plus qu'à attendre 4 ans pour la prochaine. Non, je rigole, je sais, c'est un peu long. Bref, revenons à nos moutons. J'ai voulu faire une série rugby et agriculture car de nombreux rugbymen sont issus de familles d'agriculteurs. Je voulais profiter de l'occasion pour essayer de comprendre pourquoi le monde agricole et le monde de l'Ovalie sont si intimement liés. Pour ce dernier épisode de la série, j'ai le grand plaisir de me rendre à Maran, en Charente-Maritime, pour partir à la rencontre d'Aurélie Groiselot. Aurélie évolue bien sur les terrains de rugby en short et en crampons, mais pas en tant que joueuse. Et oui, notre invitée du jour endosse l'exigeant mais non moins essentiel costume d'arbitre. Elle est ainsi la seule femme à arbitrer les matchs de Pro D2 tous les week-ends. Elle arpente aussi les terrains des compétitions internationales, tournois destination féminin, Coupe du Monde féminine, et on peut même la croiser sur le bord des terrains de la Coupe du Monde de rugby actuelle. Bref, elle a atteint le haut niveau de l'arbitrage et en tant que femme, elle fait un peu figure d'ovni. Mais venons-en à l'agriculture. Aurélie est ici aussi une exception puisqu'elle est éleveuse de pigeons de chair en parallèle de son métier d'arbitre. Ils élèvent pas moins de 7000 couples et vendent leurs produits en vente directe. J'ai été ravie de rencontrer Aurélie. D'abord parce qu'elle m'a permis de découvrir l'élevage de pigeons, qui fait un peu figure d'exception en France, mais aussi parce que son parcours est riche d'enseignements. Il montre qu'on peut réussir à atteindre ses objectifs grâce à beaucoup de travail, de résilience et d'abnégation. Des valeurs finalement communes au rugby et à l'agriculture. Je vous laisse en compagnie d'Aurélie. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire où c'est qu'on se trouve actuellement ? Donc, je suis Aurélie Groiselot, je suis agricultrice à Maran en Charente-Maritime, donc au nord de La Rochelle. Je suis éleveuse de pigeons de chair et je suis également arbitre professionnel de rugby. Et là, on est où ? Donc là, on est au milieu de l'élevage, à côté des pigeons qui sont en train de tranquillement faire leur petite vie. Voilà. Ouais, ils sont bien tranquilles, on les entend un petit peu. Tu vas nous raconter tout ça parce que j'ai jamais interviewé un éleveur de pigeons. Donc évidemment qu'on parlera rugby et agriculture, mais on parlera aussi de ces pigeons pour en savoir plus sur l'élevage. Et ça a été pourquoi pour toi le déclic de rejoindre l'exploitation ? Ça a toujours été naturel ou il y a un moment où c'est venu sur le tard ? C'est venu sur le tard. À la base, j'ai une licence de finance, donc j'ai travaillé en milieu bancaire. Et en fait, d'être enfermée dans un bureau et assise derrière un PC, ça ne me correspondait plus vraiment. Et en fait, ça a été lié aussi au fait que j'arrête de jouer au rugby, parce que je vivais à Toulouse. Et du coup, voilà, je me suis dit finalement, c'est peut-être le tournant de ma vie et je peux peut-être recommencer un petit peu à zéro si on veut. Donc, j'ai repris des études. J'ai fait un BTS agricole en formation adulte. Voilà. Et du coup, je me suis installée sur l'exploitation familiale où j'ai toujours grandi, où j'ai toujours... parce que quand on est enfant d'agriculteur, tous les étés, on met la main à la pâte, comme on dit. Et effectivement, du coup, c'était devenu plutôt naturel de prendre la suite de mes parents. Vous êtes combien, là, du coup, à travailler sur l'exploitation ? Donc, on est 5. Aujourd'hui, donc il y a mes parents qui sont retraités, mais toujours un peu actifs malgré tout. Ils donnent un coup de main. Il y a mon beau-frère qui est mon associé, ma sœur qui est salariée. Et du coup, on a également un autre salarié qui nous a rejoint ici depuis 1 an et demi. Très bien. Et alors, vous avez combien de pigeons à gérer à 5 ? Donc, on a 7000 couples de pigeons et 130 hectares de culture. Notre particularité, c'est qu'on est situé dans le marais Poitevin, dans le marais desséché. Donc c'est avec des terres 100% argile. Donc c'est vrai qu'on a 2 particularités, à la fois sur nos terres et à la fois pour notre élevage. Ouais. Vous n'avez pas de problème d'eau, vous, l'été ? Effectivement. Vous faites partie des chanceux. Alors oui, on n'a pas de problème d'eau parce qu'effectivement, on a 2 mètres en dessous le niveau de la mer et du coup, on a des terres qui sont alimentées, on va dire, naturellement en eau parce qu'on a des sols très profonds, donc avec de l'enracinement qui peut aller quasiment jusqu'à 1 mètre. Et finalement, nos cultures vivent bien dans cet environnement-là où on a des canaux tout autour de nous et que finalement, qui est adapté, on va dire, pour la culture de maïs ici, qui nous permet après de nourrir notre élevage. Avec l'inconvénient que par contre, vos cultures peuvent être inondées par
par la mer, parce qu'elle n'est pas très loin. L'océan n'est pas très loin. Hein. Effectivement, l'océan ici est à peu près à 3,5 km. Donc, étant à 2 mètres en dessous le niveau de la mer, effectivement, on fait partie des secteurs où on a un risque de submersion marine. On essaie de se protéger du mieux possible, avec des digues, avec des moyens humains qui nous permettent aujourd'hui, on va dire, de contrôler ce qu'on peut contrôler. Mais parfois, il y a de l'incontrôlable, bien sûr, comme on a eu la tempête Xynthia ou en 99, la tempête qui avait touché tout l'ouest de la France. Aujourd'hui, on va dire que la gestion de l'eau est un facteur important de notre secteur. Bon, et alors ces pigeons-là que je pense on entend bien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ils s'accouplent? C'est quoi les grandes étapes de l'élevage? Parce que si j'ai bien compris, ton objectif c'est d'avoir des pigeonneaux, donc des jeunes pigeons qu'après tu revends et qui... Apparemment, tu m'as dit que ça valait un magret de canard, donc on goûtera pour se faire un avis. Mais est-ce que tu peux nous raconter leur cycle de production? Oui, donc en fait, nous, on a des reproducteurs qu'on garde pendant 4 ans. Donc sur nos 7000 couples, on a un cycle, bien sûr, on n'abat pas les 7000 d'un coup, comme on peut le faire par exemple sur certaines volailles. Et après, ils élèvent eux-mêmes leurs pigeonneaux, donc sachant qu'il y a une couvée de 12 jours. Et après, notre pigeonneau arrive à maturité à 30 jours. C'est-à-dire qu'à 30 jours, le pigeonneau est déjà à taille adulte, il vole, il est plumé. Et donc nous à 30 jours on les emmène dans un abattoir spécialisé pour le pigeon et derrière nous on a plusieurs types de commercialisation. Actuellement en fait on récupère 30% de notre marchandise pour le commercialiser en direct, essentiellement dans des magasins de producteurs situés ici en Charente-Maritime et en Charente. Ok. Et alors tes pigeons ils mangent quoi? Donc à 80% du maïs produit sur la ferme. Donc on maîtrise, on va dire, une grande partie de notre chaîne de la production de notre maïs jusqu'à la vente du pigeonneau en produit final. Et après, on est labellisé bleu blanc cœur, donc on a un complément protéiné à base de lin, qui représente 20% de l'alimentation. Est-ce que pour les pigeons reproducteurs, il y a une saisonnalité dans le sens où ils vont produire plus à certaines périodes qu'à d'autres, où ils produisent toute l'année et à quelle fréquence ils produisent chaque couple? Donc, alors le pigeon, on va dire que c'est réputé pour ça, pour bien produire. En fait, nous, ils ont 2 nids, ce qui leur permet qu'avant les 30 jours des premiers 2 pigeonneaux, parce que c'est 2 par 2, ils ont déjà repondu 2 autres œufs. Voilà. Okay. Donc parfois les suivants naissent qu'on n'a même pas encore enlevé les premiers, si vous voulez. Ouais. Donc ça va assez vite. Du coup, à l'année, nos pigeons, nos couples sont en moyenne entre 10 et 12 pigeonneaux à l'année. Voilà. C'est ce qui représente, nous, à l'échelle de notre élevage, on est à quasiment 80 000 pigeonneaux produits à l'année. Du coup, en fait, le pigeonneau est très autonome, dans le sens est très fidèle. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, on met, c'est des volières de 30 couples, donc on met 30 mâles, 30 femelles, et en fait, toute leur vie, pendant 4 ans, ils vont rester fidèles à leurs femelles. Donc, c'est un bon exemple pour nous tous, effectivement. Du coup, c'est aussi une difficulté pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, si on se retrouve avec une mortalité sur le mâle ou la femelle, c'est assez compliqué parfois pour qu'ils puissent se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. C'est beau. Voilà. Et ils ont le même nid aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont un emplacement qui garde toute leur vie. Voilà, c'est ça. Il a besoin d'être rassuré, le pigeon, genre de stabilité. Il est très stable. Voilà. C'est un animal fragile ou pas? Alors, pas forcément. Nous, en fait, depuis qu'on est labellisé bleu blanc cœur, on n'utilise plus d'antibiotiques. Par contre, on fait du préventif à base d'huile essentielle, des vitamines, etc. Par cycle, essentiellement pour les préparer à l'hiver, parce que voilà, le pigeon est sensible à tout ce qui est problème respiratoire. Donc, par exemple, l'eucalyptus est, on va dire, notre compagnon habituel là pour l'automne et pour tout l'hiver. Et combien de temps la femelle, elle couve ses œufs? 12 jours. Ah ouais, ok. Et par contre, j'ai vu, tu nous as montré les étapes de croissance du pigeon. Ça va hyper vite entre le moment où il sort, où c'est un tout petit oisillon, on mettra des photos sur les réseaux sociaux, et même au bout de 10 jours, où ça devient presque un vrai oiseau, quoi. Enfin, il a vraiment sa forme d'oiseau. C'est ça. En fait, les 10 premiers jours, il double son poids tous les jours. Ah ouais. Ouais, en fait, ça mange beaucoup. Voilà. Combien il consomme de maïs Alors, à l'échelle de l'élevage, on consomme 1 tonne de maïs par jour. Punaise, c'est incroyable. Effectivement, ça fait, oui, à l'année, des grandes quantités.
Mais effectivement, comme nous on dit, l'avantage c'est qu'aujourd'hui on le produit sur l'exploitation. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des marges réduites et d'être aujourd'hui sur un élevage avec un niveau de production assez important. D'autant plus que ce que tu nous disais, avec toute l'eau que vous avez autour dans les marais, le maïs ici, je crois qu'il fait des rendements à faire pâlir certains agriculteurs d'autres régions, non ? Oui, c'est ce qu'on disait. On n'en parle pas trop parce que je pense que certains irrigants me haïraient. Et alors, par contre, de ce que tu nous racontes, j'ai l'impression que c'est un élevage qui n'est pas hyper contraignant, entre guillemets, par rapport à un éleveur, par exemple, qui aurait la traite matin, soir. On n'en a pas parlé, mais tu nous disais que l'alimentation, là, on appuie sur les mangeoires, mais que vous passez toutes les 3 semaines mettre toute la dose de maïs et qu'après, en gros, ils se servaient. Vous n'êtes pas accusé de feignant, des fois, par les autres agriculteurs ? Alors non, parce que du coup, on a des tâches après qui sont un peu différentes. Alors effectivement, le week-end, c'est plutôt light. On n'a pas de traite, pas d'alimentation, etc. Donc c'est surtout de la surveillance. Et aussi on a des périodes où, par exemple sur Noël, où on travaille un peu plus le week-end parce qu'on a aussi des couveuses pour permettre de stimuler un petit peu l'élevage. Parfois on enlève les œufs pour leur remettre les petits après dans un second temps. Mais effectivement, en fait c'est beaucoup de suivi sur la qualité de production. Et de nettoyage, parce que vous imaginez bien ce que ça donne les pigeons en ville. En élevage, c'est à peu près pareil, il y a beaucoup de fientes. Donc en termes de nettoyage, ça demande pas mal de travail. Très bien. Bon, mais merci beaucoup de nous avoir dit tout ça sur l'élevage. Je te propose qu'on laisse tes pigeons tranquilles et qu'on aille se poser un peu plus au calme pour poursuivre la discussion. On parlera de la vente de tes produits, comment tu les commercialises, et puis un petit peu de rugby ensuite et de ta double vie entre rugby et agriculture. À tout de suite. Bon, nous voilà revenus à l'intérieur, au calme. J'aurais bien aimé parler avec toi de la minute économie du podcast. Un petit peu, est-ce que tu peux nous dire du coup comment vous gérez, tu nous en as un peu parlé, mais votre vente, vos circuits de vente, comment ça se passe ? Donc en fait, quand je suis arrivée ici, on vendait les pigeonneaux vivants. Donc c'est-à-dire qu'on gérait rien du tout en termes de commercialisation. Et en fait, j'avais envie de changer ça parce que je trouvais que c'était important d'être en relation avec la clientèle et que c'était valorisant pour les gens, mais aussi pour l'agriculteur. Parce qu'en fait, finalement, on ne voyait pas la finalité de notre travail. Et la deuxième question, en fait, c'était que nos reproducteurs, au bout de 4 ans, on n'en faisait pas grand-chose. Pour vous dire, on avait un débouché, c'est le Puy du Fou qui est pas très loin, et ils achetaient en fait les reproducteurs pour les donner aux rapaces. Ah ouais, ok. Voilà. Sauf qu'on nous les achetait 3 fois rien, donc la valorisation, c'était plus pour s'en débarrasser que finalement, pour en faire quelque chose. Et je me suis dit, on doit pouvoir faire quelque chose de ça, c'est pas possible. Parce que moi, j'avais l'idée de ma grand-mère dans sa cuisine, qui cuisine, comme on a tous connu, les produits qui reviennent de la chasse, etc. On faisait toujours des ragoûts, des choses. Et je me suis dit, il faut qu'on teste des choses. Et c'est parti comme ça, de la cuisine de ma mère. Du coup, on a dit, on va tenter des choses, on va tenter des recettes. Et du coup, maintenant, on a toute une gamme de produits transformés. Donc c'est-à-dire du pigeon, que ça soit en terrine, en rillette, des produits cuisinés. Donc du coup aujourd'hui, 100% de nos reproducteurs qu'on réforme sont commercialisés sous forme de produits transformés. Okay. Et du coup, ça nous a également permis de commercialiser bien sûr nos pigeonneaux, parce que c'est quand même notre produit phare, et d'avoir une gamme, pas que d'1 ou 2 produits, mais aujourd'hui, on a quasiment une dizaine de produits. Voilà. Ouais, d'accord. Donc en fait, si je résume, parce que donc, tu nous avais dit que donc, tes pigeonneaux, ils partent à l'abattoir, là, tu en récupères 30% toi pour ta vente directe, oui. Et 70% c'est l'abattoir qui s'occupe de les commercialiser. Ouais. Et donc une partie à l'international, tu me disais aussi ? Exactement, en fait, le pigeonneau, c'est un produit, on va dire, considéré un petit peu haut de gamme. Donc ça part essentiellement dans les grands restaurants parisiens, mais également, effectivement, on va dire, pour de riches étrangers, essentiellement aussi également en restauration ou dans des grands hôtels. Oui.
Et donc, ensuite, vous avez vos reproducteurs que là, vous transformez en plats cuisiniers, terrines. Et après, tu les vends comment? Tu as une boutique de vente directe ici ou... Alors, on n'a pas de vente directe à la ferme, on le fait sur commande. Mais par contre, on est dans 11 magasins de producteurs. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très développé ici en Charente-Maritime. Parce qu'effectivement, on a la côte et on a quelques touristes. Donc, effectivement, on a le magasin, par exemple, dans l'île de Ré, La Rochelle, Rochefort, voilà, où il y a quand même... une population assez importante et de touristes aussi assez importants. Donc effectivement, ça nous permet aujourd'hui de valoriser nos produits grâce à ces associations de producteurs soutenues par la Chambre d'agriculture pour la plupart, qui nous permet aujourd'hui de vraiment être en contact direct avec le consommateur parce qu'en fait, c'est les agriculteurs qui sont eux-mêmes vendeurs dans ces magasins. Voilà. Parce que du coup, on va faire des permanences en fonction de notre chiffre d'affaires, voilà, parfois plusieurs jours par semaine. Oui. Okay. Et alors, quel goût ça a le pigeon? Alors du coup, c'est une viande rouge. Du coup, quand les gens ne connaissent pas, ça se rapproche plutôt du canard. Alors effectivement, c'est pas le même volume, hein, mais en termes de cuisson, j'allais dire, vous faites la même chose que le canard, mais en beaucoup moins parce que le volume est différent. Mais pour moi, alors ça n'a pas le goût du canard, hein, il ne faut pas non plus s'attendre, mais c'est quand même très fin. C'est une viande, une fois qu'on y a goûté, on nous enlève tous les a priori qu'on peut avoir parce que souvent on a l'image de la palombe ou du pigeon voilà, qu'on récupère à la chasse. Et du coup, ça n'a rien à voir avec un pigeonneau qui a 30 jours, où c'est une viande jeune, tendre et effectivement très goûteuse. Et du coup, tu me disais c'était un produit un peu de luxe et puis il y a une grosse saisonnalité aussi. Oui, effectivement, en fait, c'est un produit festif, le pigeonneau. Donc, on en vend essentiellement, bien sûr, pour Noël. En gros, Noël, c'est quasiment plus de 50% des ventes de l'année. Parce que notre abattoir aujourd'hui est équipé de surgélateurs qui permet en fait la production de l'été qui n'est pas vendue, elle sera vendue à Noël en surgelé. Donc Noël est la grosse période, sauf que naturellement en fait le pigeon lui produit quand il fait beau et qu'il y a de l'ensoleillement. Donc il produit naturellement on va dire l'été, mais pas à Noël. Donc pour ça, c'est à nous de nous adapter, d'amener les conditions dans l'élevage qui lui permettent en tout cas de répondre à notre demande. Ouais, et du coup, ça c'est quoi? Tu joues sur la luminosité, les éclairages? Exactement, donc on a des éclairages LED dans l'ensemble des volières et après, nous aussi, en termes de confort, on leur apporte du confort supplémentaire, c'est-à-dire qu'on paille chaque nid un par un, donc ça veut dire 14 000 nids, voilà, pour en faire une idée. Donc ça fait un peu de boulot parce que tout est manuel. Et en fait, plus le pigeon est dans le confort, plus il se sent bien et plus il travaille. Voilà. Et à partir de quand vous préparez Noël? Parce que si les cycles de production, c'est 30 jours, j'imagine que là, ça va pas tarder, non? Effectivement, en fait, on démarre fin août pour préparer Noël parce que du coup, ça va très, très vite. Et il faut, on va dire, en amont les préparer. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain où on leur dit c'est Noël les gars, on y va. Non, ça marche pas comme ça. Donc il faut en amont que ça soit aussi en termes de vitamines, etc., qu'ils soient en bonne santé. Donc c'est tous les éléments apportés. En gros, on met 2 mois et demi à préparer Noël. Ah ouais. Et ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Lisa qui te demande que le pigeon, ça a l'air un marché qui est assez confidentiel. Est-ce qu'on peut bien vivre d'un élevage de pigeons? Oui, effectivement, je pense que on va dire c'est comme tous les marchés de niche. En fait, vu qu'on n'est pas nombreux, aujourd'hui, on cherche des éleveurs de pigeons. Donc, s'il y a des personnes qui m'entendent, appel à candidature. Appel à candidature, effectivement, parce que en fait, ça n'intéresse. Alors déjà, c'est peu connu et ça n'intéresse pas les gens parce qu'aujourd'hui, on veut des choses automatisées avec du matériel, etc. Que nous, là, faire le suivi de l'élevage ou le nettoyage, c'est avec nos mains. Hein. On n'a pas vraiment d'option autre que celle-ci. Et ça n'intéresse pas forcément les gens. Alors qu'au final, moi, j'ai rencontré des gens qui voulaient s'installer en pigeon. En termes de rentabilité, alors, en plus, nous, comme je disais, on est maître de notre chaîne. Et c'est ça aussi qui fait, parce que contrairement à des éleveurs qui sont que éleveurs, qui n'ont pas de terre à côté, c'est-à-dire que la chance de pouvoir produire notre maïs, de pouvoir leur donner,
Déjà, on n'est plus tributaire du cours du maïs au niveau international parce que du coup, c'est plutôt notre prix de viande qui va déterminer notre cours de maïs. Donc ça, c'est plutôt positif déjà. Et derrière, le pigeon, aujourd'hui, on en manque. Voilà. Donc effectivement, moi je suis démarchée régulièrement pour d'autres abattoirs qui ont besoin. Ils me disent oui, t'as pas en rab? Je fais bah non en fait, je suis désolée, mais je peux pas aller plus vite que ce que peut produire l'élevage. Donc il y a vraiment une vraie demande en pigeons. Après, c'est pas adapté à tous les secteurs parce que c'est des abattoirs spécialisés. Donc automatiquement, s'il y a rien dans la région, oui, parce que même vous, tu me disais que tous les jeudis vous faisiez 1h30 de route pour aller jusqu'à l'abattoir. Parce qu'en fait, les autres producteurs, ils sont plutôt vers la Vendée et tout ça, c'est quand même pas rien. Exactement, donc oui, ça fait beaucoup de route, ça fait 3 heures de route tous les vendredis. Donc voilà, après, nous, ça a été un choix. Aujourd'hui, c'est beaucoup de contraintes d'avoir son abattoir à la ferme et du coup, voilà, ça serait pas intéressant en termes, voilà. Et puis trouver de la main d'œuvre aussi, je pense que c'est aussi une des questions importantes aujourd'hui dans le milieu agricole, c'est trouver de la main d'œuvre, ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est vrai que je trouve que pour quelqu'un qui veut s'installer, l'élevage de pigeons, là, tel que tu nous présentes, il a beaucoup d'avantages parce que déjà les investissements sont quand même relativement. Alors ça dépend parce que nous, on a tout fait nous-mêmes. Ouais, c'est vrai, vous avez été courageux, donc vous avez économisé quelques sous. Voilà, parce que mon père avait tout l'élevage est de 92. Donc on parle des volières quand tu dis que vous avez tout monté vous-même. Voilà, c'est ça. Et du coup, nous, c'est du bois, de la tôle et du grillage finalement. Après, on peut faire venir des entreprises extérieures, comme on peut le faire dans n'importe quel élevage de volailles, et ça coûte 4 fois le prix que ce que ça nous a coûté aujourd'hui. Tout est possible. Ouais. Et ensuite, la viande, elle est quand même plutôt bien valorisée, tu nous le disais. Il y a pas moins les contraintes de l'élevage, d'être présent constamment sur l'exploitation. Et ça répond un peu plus aux exigences ou aux attentes, plutôt aux attentes des nouveaux agriculteurs qui s'installent, qui n'ont pas forcément envie d'y être H24 à bosser comme des arrachés, comme le faisaient nos grands-parents ou même nos parents. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les contraintes d'un éleveur de vaches laitières, par exemple, qui a la traite 2 fois par jour. Nous, aujourd'hui, il peut n'y avoir personne pendant 1 ou 2 journées sur l'exploitation. Globalement, voilà. Oui, ça va pas s'arrêter de tourner. Voilà, c'est faisable. Après, voilà, ce qui nous permet, c'est qu'on est aussi, on est nombreux, donc d'avoir un roulement sur la surveillance, parce qu'en fait, le week-end, c'est surtout de la surveillance. Hein. Après, voilà, ce qui nous prend aussi, c'est que nous, on a les cultures à côté, il y a les moissons, etc. Donc, on a quand même des contraintes autres que l'élevage. Vous avez du boulot. Voilà. Bon, et alors on a parlé de toi en tant qu'éleveuse, mais on ne peut pas ne pas parler de toi en tant qu'arbitre international. Et justement, on pourrait ensuite parler de ta double vie un peu entre agriculture et rugby, que tu nous dises comment ça se passe. Pour qu'on comprenne mieux un peu le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été amenée à devenir arbitre de haut niveau ? En fait, moi, je suis née dans le rugby. En plus de l'agriculture, j'ai une famille très rugby. Ici, donc dans ma ville, le rugby est l'activité quasiment principale. Donc, mon père jouait au rugby avec ses frères. Ma grand-mère était trésorière. Donc, tous les dimanches, on allait voir le match de rugby au club. Et finalement, il y avait peu d'activités proposées aux enfants. Donc, à l'âge de 5 ans, j'ai démarré à l'école de rugby. J'étais la seule fille pendant de nombreuses années à l'école de rugby. Et puis, c'est venu que ma mère est devenue aussi éducatrice. Donc, finalement, voilà, tout le monde était un petit peu mordu par cette passion. Et donc, après, moi, à l'âge de 15 ans, pour pouvoir poursuivre, je suis partie à Toulouse au Pôle Espoir parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe féminine ici à La Rochelle. Donc, je suis partie loin de ma famille assez jeune. À 15 ans, non ? Oui, c'est ça. Oui, à 15 ans. Et après, j'ai poursuivi mes études à l'université. Et du coup, à l'âge de 19 ans, pour des raisons médicales, on m'a interdit de la poursuite du rugby. Donc, c'était une éducatrice qui m'avait accompagnée sur tout mon cursus à Toulouse, qui m'a dit « Mais Aurélie, pourquoi tu n'essayes pas l'arbitrage ? T'es jeune ?» Qu'on dise quand même que tu avais atteint déjà un niveau d'excellence en tant que joueuse, parce que tu étais en équipe de France et tu allais jouer un tournoi destination à ce moment-là. Oui, c'est ça. En fait, j'ai été sélectionnée pour le tournoi destination. Et du coup, je me fais les croisés 1 mois et demi avant le début de la compétition. Et après, ça a été un engrenage où j'ai appris par la suite que j'avais en plus d'autres problèmes de santé qui ont fait que... où la Fédé interdit. Et voilà. Tout a été terminé du jour au lendemain. Voilà.
Donc ça a été un petit peu dur à encaisser, hein, voilà, parce que quand on est jeune et qu'on vit sa passion pleinement, automatiquement, c'est une grande déception. Et du coup, je me suis lancée dans l'arbitrage quand j'avais 20 ans. Ok. Et en te disant quoi à ce moment-là Pas grand-chose. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'était un peu ça. Avec le maillot de la Poste. En fait, au début, on n'y croit pas vraiment. C'est-à-dire qu'on fait plus ça parce qu'on aime son sport que par choix. Donc, on va dire que j'ai pas mis un grand investissement au début. J'y allais, je m'amusais quand même parce que finalement, l'avantage d'être arbitre, c'est qu'on participe au jeu. Parce que j'entraînais en parallèle aussi les moins de 18 ans féminines du club de Saint-Orens. Et en fait, en tant qu'entraîneur, j'étais sur le bord du terrain, du coup, j'étais invivable. Parce la que, frustration. en fait, la frustration de ne pas pouvoir agir vraiment sur ce qui se passait sur le terrain. En fait, on est là, on crie, mais en fait, on ne nous entend pas, donc ça ne sert à rien. Et finalement, il n'y a rien qui change. Et voilà. Alors qu'en tant qu'arbitre, finalement, on est au cœur du jeu. Et en plus, en tant que joueuse, je n'étais pas vraiment très sympa avec les arbitres. C'est-à-dire que j'ai du mal je suis quelqu'un de très exigeant, donc j'ai du mal à accepter les erreurs. Et du coup, de passer de l'autre côté, on comprend qu'effectivement, ce n'est pas chose simple, que le rôle d'arbitre, ça reste un humain derrière un sifflet et que finalement, les erreurs, elles peuvent exister. On tâchera d'essayer de s'en souvenir au prochain match qu'on regardera à la télé. Et du coup, donc, tu nous as dit qu'au début, tu t'es pas pleinement investi. À quel moment tu t'es dit, bon, allez, là, j'y vais à fond là-dedans Ça a été un peu le changement de vie global. C'est-à-dire que du coup, j'ai commencé l'arbitrage aussi à Toulouse et je travaillais en banque. Et en fait, je m'y retrouvais plus autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Et puis en plus, je me suis dit, mais en fait, arbitre, je peux le faire autant à Toulouse qu'à La Rochelle. Donc finalement, il n'y avait plus d'attachement particulier à un club. Et c'est là où je me suis dit, non, mais en fait, je prends mes valises, je quitte tout et je retourne chez moi. Voilà. Et ça a été ça le tournant où j'ai démissionné de mon poste à la banque. J'ai repris mes études agricoles. Je me suis installée ici avec mes parents. Et je me suis prise en main. Où en fait, ça a été aussi le moment de se dire ça y est, je peux passer à autre chose maintenant. Je peux poursuivre mon aventure de manière différente. Et puis, en fait, j'ai toujours eu le soutien de ma famille dans mes projets et aussi au sein du rugby. Donc, je me suis dit aussi qu'il y avait une opportunité. On était très peu de femmes arbitres. Je voyais mes collègues progresser assez rapidement. Et puis, en étant ancienne internationale, on m'a dit, Aurélie, vas-y, il y a la place pour toi. Et finalement, je dis, écoute, je vais tenter ma chance et on verra ce qui va se passer. Est-ce que tu penses que, parce que c'est quand même pas rien ce qui t'est arrivé, le fait de, en gros, se faire couper les ailes à plein vol, sans mauvais jeu de mots avec les pigeons, mais est-ce que tu penses que le fait d'être issu du monde agricole, ça t'a aidé à mieux rebondir et parce que des coups durs, il y en a toujours dans toutes les exploitations et tout ça, est-ce que ça t'a aidé à aller de l'avant ou pas? Totalement, parce qu'on connaît le monde agricole aujourd'hui. Petite, mes parents avaient peu de moyens financiers. Effectivement, ils ont construit petit à petit, on va dire, leur chemin. Et effectivement, par moment, comme tous les enfants d'agriculteurs, on n'est pas forcément partis en vacances. On n'avait pas le dernier jeu vidéo ou les derniers trucs comme les copains pouvaient avoir à l'école. Mais après, j'ai jamais été malheureuse. Et au contraire, ça nous a appris en fait d'être droits et travailleurs. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 13 ans, il ne faut pas le dire, parce que le droit du travail, par la loi. C'est ça. Mais à l'âge de 13 ans, je labourais les champs, j'allais les aider à l'élevage. En fait, très jeune, j'ai toujours essayé de participer à la vie à la ferme parce que de toute manière, les gens ne voient pas où je suis, mais on est un peu au milieu de nulle part. Il faut pas, la ville la plus proche, elle est à 7 km. Donc, quand on est enfant, c'est un peu compliqué du coup d'aller voir les copains. Donc, automatiquement, on s'investit tout de suite dans la vie à la ferme. Et après, moi, mes premiers jobs d'été, j'ai pas été les chercher loin, je les ai faits ici. Donc, à l'âge de 17 ans, je conduisais la moissonneuse-batteuse et voilà. Ouais. Donc, tu as eu cette valeur d'aller de l'avant un peu. Toujours avancer et de travailler. En fait, pour moi, la valeur du travail est forte. C'est-à-dire que quand on se donne les moyens, qu'on travaille, alors peut-être qu'on ne réussira pas, mais au moins on n'aura pas de regrets au final. Et puis on a au moins une chance. Exactement. Et alors aujourd'hui, où tu en es au niveau de l'arbitrage tu as atteint quel niveau? Donc, je démarre ma 3e saison en Pro D2, donc en 2e division professionnelle. Aujourd'hui, donc, je suis aussi internationale. J'ai fait la dernière Coupe du Monde féminine en novembre dernier en Nouvelle-Zélande.
Donc effectivement, aujourd'hui le rugby a pris une place très importante dans mon quotidien parce que depuis le 1er juillet, du coup, j'ai un contrat à plein temps avec la fédération qui me permet effectivement de me préparer comme tout sportif de haut niveau professionnel. Mais également, en fait, j'ai des missions aussi de développement sur l'arbitrage féminin, donc de recruter de nouvelles arbitres, de fidéliser les arbitres, de les accompagner, de les former. En fait, c'est un peu de structurer l'arbitrage féminin français. Donc à aujourd'hui, en fait, c'était un petit peu ça vivotait, on va dire ça. Il n'y a que 180 femmes qui arbitrent en France. Ouais, donc, sur combien de 3000 arbitres Sur 3000 arbitres. Donc finalement, c'est très peu. Le rugby féminin évolue. Donc nous, l'arbitrage féminin, nous devons évoluer et créer des vocations. Et aujourd'hui, je leur ai dit, c'est pas un souci d'utiliser mon image parce que effectivement, j'ai réussi. Pour dire à d'autres filles, c'est possible, vous pouvez aussi réussir. Et je compare souvent mes deux vies, c'est-à-dire que l'agriculture et le rugby, pour moi, c'est assez identique. C'est deux milieux très masculins. Quand je vais en réunion d'agriculteurs, je suis toujours la seule femme. Quand je vais en réunion d'arbitre, je suis toujours la seule femme. Donc effectivement, j'ai appris à m'affirmer dans un milieu qui n'était pas forcément propice pour moi. Mais effectivement, comme j'ai dit, avec le travail et l'envie, on peut y arriver. Il suffit juste d'y croire. C'est pas trop pesant, ça, d'être toujours la seule femme et puis dans des milieux, ça évolue, parce que je vais me faire engueuler sinon, mais qui ont des petites tendances macho de temps en temps, c'est pas un truc qui est pesant? Alors, oui, j'allais dire que les deux sont un peu préparés, que ce soit en agriculture ou en arbitrage. Je vais vous donner un exemple simple. Souvent, il y a des représentants qui viennent dans la cour de la ferme et ils tombent sur moi et ils me disent « on veut voir le patron ». Ouais, toujours, c'est fou. Et là, je leur ai dit, vous êtes tombé sur le patron, mais du coup, la conversation s'arrête là, vous pouvez repartir. En fait, au début, j'essayais d'être aimable. Maintenant, je ne le suis plus. Parce qu'en fait, il faut arrêter à un moment donné que la considération de la femme dans le milieu agricole, elle n'existe pas. On n'est pas juste là pour être la soumise de l'homme agriculteur. En fait, on est au même titre que pour certaines, leur mari, ou là, c'est mon père. Non, on fait le boulot tout pareil. Et en plus, aujourd'hui, mon père est du coup retraité salarié et la patronne, c'est moi. Donc, du coup, voilà, les choses ont évolué, mais il y a encore un peu de travail à faire sur la place de la femme. Et en fait, je retrouvais un petit peu la même chose dans le cadre du rugby. Comme je donnais, par exemple, à la fin d'un match, qu'on me dit « Ah, ben pour une femme, c'est bien ». Bah oui, parce qu'en fait, de base, ils pensaient que du coup, vu que j'étais une femme, j'allais faire un mauvais match en tant qu'arbitre et que finalement, il y a une bonne surprise au final. Et c'est pour ça que j'aime dire en fait que l'arbitre, c'est non-genré. C'est-à-dire que c'est une personne sur un terrain de rugby. On est là pour également réaliser une performance comme les joueurs. C'est-à-dire qu'on a des notations, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste avec un sac, un sifflet, 3 cartons. On a des gens qui nous notent pour nous dire si on a fait une bonne performance ou pas. Et effectivement, on travaille derrière. On travaille sur de la vidéo, on travaille sur beaucoup de critères qui nous permettent d'être meilleurs sur le terrain. Mais effectivement, on reste des humains. Et comme les joueurs font des erreurs sur le terrain, ça arrive que l'arbitre en fait. Nous, notre objectif, c'est que on en fasse le moins possible déjà, ça c'est sûr, mais également qu'elles impactent le moins possible le match. Parce que le but, c'est pas qu'on se dise à la fin, c'est à cause de l'arbitre qu'ils ont gagné. Non. Ouais. Bon, même si, comme on est tous de très mauvaise foi, c'est souvent ce qu'on se dit au final. Souvent, l'équipe qui a perdu. C'est la bonne excuse. Voilà, c'est ça. Pour rester sur ce sujet, tu dis si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas de femmes qui arbitrent en top 14 à l'heure actuelle. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Oui. Est-ce que la dimension physique du rôle d'arbitre est telle que ça empêche les femmes d'accéder, parce que je me rends pas compte quelle est la part de... C'est forcément qu'il faut une très bonne condition physique pour être arbitre, parce qu'il faut suivre le jeu et prendre les bonnes décisions et garder de la lucidité. Donc ça, je comprends bien que faut être très en forme. Mais est-ce que c'est ça qui explique qu'il n'y a pas de femmes en top 14 qui arbitrent aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce que les choses vont évoluer, mais que ça prend un peu de temps? Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Effectivement, la condition physique. Aujourd'hui, moi, quand je passe les tests, du coup, on est 32 arbitres dans le secteur professionnel, j'ai exactement les mêmes tests que les garçons. Il n'y a pas d'adaptation parce que, de toute manière, j'arbitre les mêmes matchs le week-end. Donc, il n'y a pas d'adaptation à avoir et ça, je le conçois à moi, du coup, de déployer davantage d'efforts parce qu'effectivement, c'est le cas.
C'est-à-dire que pour une femme, il faut quand même travailler davantage physiquement pour être au même niveau qu'un garçon, et je pense qu'on ne le sera jamais, parce que morphologiquement, c'est impossible. Après, à nous de trouver des moyens détournés pour être aussi performantes, c'est-à-dire notre qualité d'analyse, notre qualité d'anticipation. C'est-à-dire que voilà, on peut tricher, voilà, si on veut d'autres qualités. Donc ça, pour moi, c'est totalement possible. Aujourd'hui, effectivement, il y a tellement eu peu de femmes dans le milieu de l'arbitrage que, on va dire que c'est normal que ça prenne du temps. J'espère que les choses vont évoluer. Je pense qu'on aura une femme en top 14 un jour, ça c'est sûr, parce que c'est juste la logique. C'est-à-dire que si on travaille sur le développement, au bout d'un moment, on va travailler la qualité, et la qualité fera qu'un jour ou l'autre, on aura une femme en top 14. Voilà. Donc j'y crois vraiment, parce que du coup, ça va changer complètement l'image de la femme vis-à-vis du rugby et de l'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un peu de médiatisation autour de moi, mais je suis arbitre de Pro D2, donc on va dire que l'ampleur médiatique, c'est pas celle de Stéphanie Frappart. Donc en termes de vocation, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de filles qui diront dans 15 ans, je suis devenue arbitre parce que j'ai vu Aurélie Groisseau à la télé. Non, je pense pas. Donc effectivement, aujourd'hui, la formation et l'encadrement est de plus en plus développé autour des femmes, parce que effectivement, si on reprend un petit peu ce que demande le ministère des Sports en termes de mixité, y a un gros développement à faire, en tout cas dans les sports dits masculins, pour que la place de la femme soit plus importante. Ouais. Et toi, tes journées, du coup, là, parce que donc, tu m'as dit hier soir, tu étais à Dax. Ça fait 2 fois que je parle de Dax dans mes podcasts de rugby, alors que je suis de Mont-de-Marsan, je vais me faire engueuler très bientôt, je pense. Mais hier, tu étais en train d'arbitrer un match à Dax. Tu as beaucoup de déplacements tous les jeudis, vendredis. Comment tu conjugues ça avec ton travail à la ferme ? Alors, effectivement, ça devient plus complexe. Du coup, je suis moins présente et voilà, j'essaie d'être là entre une demi-journée à 2 demi-journées, donc finalement c'est quasiment très réduit. Plus c'est moi qui gère tout l'administratif, donc toute la compta est dans mon bureau à la maison, où ça me prend aussi pas mal de temps parce que j'ai pas délégué cette partie-là, parce que je veux être en maîtrise. En plus, voilà, j'ai une licence de finance, donc j'ai besoin d'être en maîtrise de tout ce qui se passe aussi, voilà, sur le plan comptable. Et du coup, mes semaines sont bien remplies parce que j'ai une petite fille de 7 ans. Mon conjoint est régulièrement en déplacement professionnel. Par exemple, là, toute la semaine, j'étais toute seule avec elle. Du coup, hier soir, j'étais pas là. Elle a dormi chez ma sœur. Bon, voilà. Donc, c'est toute une organisation globale familiale, en fait. On a un planning. Aujourd'hui, on a un planning à la maison. Tel jour, on est là. Tel jour, on n'est pas là. Là, au mois d'octobre, je pars 3 semaines en Afrique du Sud sur un tournoi féminin. Donc, voilà, c'est une complexité d'organisation. C'est aussi, voilà... je reste une maman, donc la distance avec ma fille, c'est pas toujours simple à gérer, parce que elle a 7 ans, donc elle a encore besoin que je sois auprès d'elle. Mais après, elle est habituée depuis petite, et en fait, j'essaie de lui montrer que ça soit quelque chose de positif. En fait, si on est toujours... si je pleure quand je pars, automatiquement, ça va être très compliqué à gérer. En fait, voilà, au contraire, je lui dis, écoute, du coup, c'est toi la femme de la maison, il va falloir que tu aides papa, que tu fasses les devoirs, etc. Donc, du coup, en fait, on a une enfant hyper autonome. Alors, du coup, il y en a qui nous disent un peu trop, mais du coup, elle m'aide beaucoup à la maison, même si elle a 7 ans. Du coup, en termes de maturité, elle a beaucoup avancé et elle a visité le monde. Et aujourd'hui, l'an dernier, elle a raté l'école, effectivement, pour partir 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Ah, elle est venue avec toi. Voilà. Moi, je suis partie 7 semaines. Mon conjoint et ma fille m'ont rejoint pendant 3 semaines. Et effectivement, et en fait, ici à l'école, ça reste un village. Hein, il y a moins de 4000 habitants. Ils nous ont dit, mais en fait, ce qu'elle va apprendre en 3 semaines à l'autre bout du monde, elle ne l'apprendra jamais ici dans une cour d'école. Donc, effectivement, si elle rate 3 semaines l'école, elle le rattrapera très vite. En plus, elle apprend plutôt assez bien à l'école. Donc, en fait, pour moi, c'est un projet global où je me dis que je suis obligée de prendre en compte l'ensemble des composantes. C'est-à-dire que je ne peux pas juste vivre ma passion du rugby en me disant que ma famille à côté n'arrive pas à gérer mon absence, qu'à la ferme, ils n'arrivent pas à continuer à faire avancer. Et en fait, je me dis, il faut que l'ensemble des composantes fonctionnent. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, par exemple, la Nouvelle-Zélande, je ne concevais pas que ma famille ne me rejoigne pas. Ouais. Ce que j'allais dire, c'était mon projet perso, oui,
c'est une réussite personnelle, mais c'était aussi le projet familial parce que finalement, le fait que quand je pars m'entraîner, quand je pars à droite à gauche en Europe, dans le monde, etc., ils subissent aussi ce moment-là. Il faut aussi qu'ils puissent vivre ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont vécu comme moi la finale à l'Eden Park devant 42 000 personnes, où ma fille, je vous avoue, elle s'en fiche un petit peu du rugby. Et par contre, elle était super contente, le haka, les chansons, etc., l'ambiance. Voilà, je me dis que c'est des souvenirs qu'elle va garder toute sa vie. Et qu'effectivement, on est en train en tout cas de construire une femme forte, je pense, et qui sera comme nous, quelqu'un qui aura le sens du travail et en tout cas le sens d'avancer dans la vie et de surpasser ses échecs. Pourquoi le fait que tu te sois associée à la ferme finalement tôt, c'est parce qu'à ce moment-là, l'arbitrage n'avait pas autant de place, parce que finalement, l'exploitation, là, quand tu nous dis que tu es là 2 demi-journées par semaine, tu aurais pu rejoindre l'exploitation peut-être après ta carrière d'arbitre et, entre guillemets, pas avoir ça dans en préoccupation supplémentaire, parce que c'est pas rien quand une exploitation avec 14 000 pigeons reproducteurs, 14 000 pigeons à gérer. Non, ça s'est fait comme ça par le hasard, quoi. Non, mais en fait, je démarrais ma carrière d'arbitre quand je me suis installée ici. Oui. Et en fait, je suis la première femme à avoir un contrat. C'est-à-dire que là, c'est tombé vraiment de manière hyper récente. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'arbitrage il y a 14 ans, il n'y avait même pas d'arbitre masculin quasiment qui était professionnel. Aujourd'hui, les choses ont avancé et évolué. L'arbitrage se professionnalise. Et en fait, j'ai eu cette opportunité-là. Et effectivement, de dire, en fait, c'était aussi, si je refusais ce contrat, je savais que je disais adieu à la poursuite de ma carrière aujourd'hui. Donc, le choix, pour moi, il a été évident, même si je sais qu'une carrière d'arbitre, c'est pas indéfini. Voilà, j'ai 34 ans. En gros, la limite d'âge, c'est 45. Après, c'est ce que j'avais demandé. Je ne sais pas vraiment si j'irai à cet âge-là, parce qu'il faut savoir qu'au-delà du physique, il y a aussi la partie mentale. Et tant que je prends du plaisir et que j'aime ce que je fais, je continuerai. Le jour où j'aurai plus envie de le faire, j'arrêterai. Et par contre, j'aurai d'autres choses. Ce ne sera pas le souci de trouver des occupations. Non, je crois pas. Mais justement, tout l'intérêt que tu aies un bon équilibre entre l'exploitation qui tourne bien, que le projet familial tourne bien aussi, pour que toi, tu sois libéré sur le terrain. Parce que pour le coup, là, déjà, en tant que joueur, c'est important d'être libéré, mais en tant qu'arbitre... faut quand même, j'imagine, être à 100% de ses capacités mentales quand on est sur un terrain. C'est quand même beaucoup de pression, il y a beaucoup de monde, il faut prendre les décisions très vite. Oui, alors moi, je suis très cartésienne, donc ma vie est très cloisonnée. C'est-à-dire que tout est planifié. Par exemple, si je suis sur une journée de match, je vais laisser ma fille à l'école à 8h30. Et en fait, après, on me parle de rien d'autre que du rugby. C'est-à-dire que si je suis dans ma journée de match, je pars déjà quasiment tout le temps toute seule. Je m'en vais dès le matin, même si je suis pas très loin. Je vais me poser à l'hôtel et là, je suis dans ma bulle, dans ma préparation et je suis concentrée uniquement sur ma performance liée au rugby. C'est-à-dire que voilà, là, mon téléphone, ce qui concerne la ferme, ils le savent, ils ne m'appellent pas un jour de match. Mon conjoint, il sait que même s'il y a un problème avec ma fille, il me préviendra qu'après. Voilà. Mais du coup, les choses sont plutôt assez cadrées. D'ailleurs, quand je fais le tournoi destination, je n'ai jamais emmené ma fille sur un tournoi destination. Parce qu'en fait, je suis tellement dans ma bulle de préparation que en fait, je ne serais même pas disponible pour elle. Et je me dis que là, elle ne comprendrait pas. Oui, elle verrait une autre maman, mais en fait. Oui, c'est ça. Elle ne verrait pas maman, justement. C'est ça. Et du coup, par contre, j'ai emmené mon conjoint, mais que quand je suis dans le rôle d'arbitre assistante et pas comme arbitre central. Parce que là, en tant qu'arbitre assistante, on a quand même un peu moins de pression et je peux être un peu plus disponible pour mon entourage. Et en quoi tu penses que d'être exploitante agricole, ça t'a aidé dans ton cursus pour devenir arbitre pro et international ? Déjà, en termes d'autonomie, de gestion, et puis la capacité aussi en termes d'organisation, de relations humaines aussi. En fait, je retrouve, comme je disais, beaucoup de comparaisons finalement entre le fait d'être chef d'entreprise et arbitre. Et finalement, les deux en fait sont hyper complémentaires. C'est-à-dire que aussi l'arbitrage m'apporte des choses dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé. Parfois, je suis en tête-à-tête à parler avec un colosse qui fait 2 mètres de haut et moi, je fais 1m68. Donc effectivement, il faut que le rapport de force, il m'est pas forcément favorable de base. Donc c'est à moi d'inverser ça dans mon dialogue, dans ma manière de m'exprimer au niveau des gens. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ma communication pendant les matchs.
pour qu'en fait, elle soit claire et comprise. Et du coup, ça me sert aussi dans mon quotidien. Et par exemple, voilà, quand dans le monde agricole, quand je dois recevoir des représentants, etc., c'est-à-dire que, voilà, en termes d'échange, je sais m'adresser aux gens, je sais échanger, je sais où il faut aller, voilà. Et ça reste important. Même, j'imagine, avec tes associés aussi, parce que on le sait, dans une exploitation, le côté humain est hyper important. Et j'écoutais un podcast d'un arbitre de Ligue 1 et j'avais trouvé ça trop intéressant sur l'aspect psychologique de l'arbitre, que j'avais pas du tout perçu, moi. L'aspect de gérer les joueurs, de savoir comment on s'adresse à un tel ou à un autre. Et j'imagine que ça aussi, quand il y a des décisions importantes à prendre sur l'exploitation, ou des fois ça peut se tendre avec la fatigue ou quoi, ça doit aussi être un atout, non, pour gérer tout ça? Oui, en fait, on va dire que dans ma famille, on a des caractères un peu impulsifs. De toute manière, il faut avoir du caractère, que ce soit dans le milieu agricole ou dans le milieu du rugby. C'est-à-dire que si on n'a pas de caractère, on n'existe pas. Après, il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'on ne crie pas sur les gens, quoi. On peut s'exprimer calmement, mais en disant les choses de manière droite et juste. Donc, effectivement, j'essaie d'être moins impulsive. De maintenant d'absorber les choses, de les prendre, de les analyser et ensuite de pouvoir donner une réponse. Voilà. Et c'est la même chose dans l'arbitrage et finalement dans le milieu professionnel. Ouais. Bon, écoute, pour finir cette interview, j'ai prévu 2 rubriques. Okay. Donc la première, c'est le portrait croisé. Donc en gros, je vais te poser une question et il faudra que tu me donnes une réponse pour le rugby et une réponse pour l'agriculture. Ok. Alors, ton meilleur souvenir? Pour le rugby, je dirais la finale de la Coupe du Monde à l'Eden Park il y a quelques mois, parce que 42 000 personnes, voilà, ça reste une finale de Coupe du Monde. J'étais arbitre assistante. Effectivement, c'est pas le rôle principal, mais ça reste un rôle très important. Et effectivement, au pays du rugby, c'est peu comparable, je pense. Voilà. Et en termes d'agriculture, on va dire mon meilleur souvenir, ça a été d'obtenir mon diplôme agricole parce que du coup, j'ai repris mes études en tant qu'adulte. C'était pas simple parce que, en fait, quand j'ai fait ce choix-là, mon père m'a dit écoute, viens et puis tu apprendras sur le tas. Et je voulais pas du tout être juste la fille de l'agriculteur. J'ai dit non, je veux faire mes études, sauf qu'en fait, je comprenais rien du tout. Je suis revenue de ma première semaine de cours. J'ai tout repris mes cours avec mon père parce qu'en fait, je connaissais rien à l'agriculture. Quand j'étais là, je conduisais le tracteur, ça s'arrêtait là, mais on m'avait jamais expliqué la croissance de la plante, etc. Et en fait, d'avoir réussi à avoir ce diplôme en tant qu'adulte en formation d'1 an, du coup, j'ai fait un BTS en 1 an. C'était en quelle année? 2014. Ok. Voilà. Et du coup, ça a été une réussite parce que finalement, j'étais la seule femme, bien sûr, de ma promo. Comme d'habitude. Mais en plus, j'étais la seule à ne pas avoir de diplôme agricole. La plupart avaient déjà des diplômes agricoles et venaient en gros compléter leurs connaissances déjà acquises. Que moi, du coup, j'y connaissais rien du tout. Donc, je suis partie complètement de zéro. Et j'étais plutôt satisfaite de pouvoir au final obtenir ce diplôme et de me dire, voilà, j'apporte quelque chose en plus qu'il n'y avait pas ici sur l'exploitation. Ton pire souvenir? Il y en a plusieurs. J'allais dire quand on débute l'arbitrage, que du coup, on n'est pas trop aimé. Voilà, j'ai commencé l'arbitrage en région toulousaine, donc on va dire qu'il y avait beaucoup de fervents supporters sur les bords des terrains, dans des séries, voilà, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Régionale 2 ou la Régionale 3. Voilà, et des fois, on se fait un petit peu secouer, comme on peut dire. Voilà, cracher dessus, insulter. Et à ce moment-là, quand on a 20-21 ans, qu'on est une jeune femme, qu'on découvre cette activité-là... qu'on n'a pas encore hyper confiance en son arbitrage. Exactement, confiance en soi tout court. Du coup, c'est plutôt assez dur. Je vous avoue que je crois que c'était mon 3e match ou 4e match. J'ai ce souvenir, je suis rentrée dans le vestiaire, j'ai posé le sifflet, j'ai pris mes crampons, je les ai jetés. Et heureusement, ce jour-là, j'étais accompagnée. Et je lui ai dit, non, mais jamais je ne retoucherai un sifflet de ma vie. Et il m'a dit, si, la semaine prochaine. Tu as 7 jours. Voilà. Et je l'en remercie, en fait. Déjà, parce que l'accompagnement m'a permis... J'aurais été toute seule ce jour-là. Je pense que là, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et je n'aurais jamais repris un sifflet de ma vie. Voilà. Donc, ça a été les moments durs. Après, ici, sur l'exploitation... des moments durs, oui, il y en a eu.
Je pense que si j'en parle à mon père, c'était 99 et la tempête, où effectivement tout est sous l'eau. Sous l'eau de mer. Sous l'eau de mer. Parce que pour le sel, les cultures, c'est pas le top. Autour de nous, c'était au niveau de mes oncles qui sont agriculteurs aussi à côté, les élevages s'étaient envolés. Que, en fait, on se dit tout ce qu'on construit toute une vie, parce qu'en fait, c'est ça l'agriculture, c'est notre vie. On met tout notre argent et toutes nos économies en fait dans la construction de nos élevages, du suivi de nos terres. Et puis on se dit que la nature en décide autrement ce jour-là. On se lève un matin et il n'y a plus rien. Et moi, je me rappelle encore, c'était à cette table. Vous voyez, on est au même endroit parce que j'ai grandi dans cette maison. Aujourd'hui, c'est la maison de ma sœur. Et mon père en pleure en bas de table. Nous ici, la mère devant la maison. Voilà, c'était quelque chose d'assez... voilà. Que malheureusement, la nature, on sait que ça reviendra, mais le plus tard possible, et j'espère ne pas le connaître. Voilà. Tes mentors? Dans l'agriculture, ça va être simple, ça va être mon père. Effectivement, depuis petite, en fait, il m'a... Alors, c'est quelqu'un de dur, caractériel. Donc les chiens font pas des chats. Voilà, exactement. Mais par contre... qui s'est toujours dévoué pleinement à son métier et qui a toujours été un exemple en fait pour nous tous, parce que j'ai aussi un frère et une sœur qui sont plus âgés que moi. Et en tout cas, il nous a toujours montré le chemin du travail, de la persévérance, parce qu'il a aussi vécu des périodes difficiles quand il s'est installé en agriculture. Mais après, je veux dire, le jour où je lui ai annoncé que j'allais m'installer, je crois que ça a été un vrai soulagement pour lui. Et en fait, il a été très heureux de m'accompagner et de me former pour que derrière, l'entreprise soit pérennisée. Et après, au niveau du rugby, je ne sais pas trop. J'ai rencontré tellement de personnes. En fait, je me dis que le rugby, c'est aussi le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et j'en ai eu plusieurs dans ma carrière, que ce soit à mes tout débuts. Je pense à Sylvie Brault, cette éducatrice qui était aussi arbitre et qui m'a dit « Aurélie, il faut démarrer l'arbitrage ». Et du coup, peut-être que si elle m'avait jamais dit ça, j'aurais jamais pris un sifflet de ma vie. Donc effectivement, elle a tenu son rôle jusqu'au bout, parce qu'elle ne m'a pas lâchée. Parce qu'il faut savoir que quand on m'a annoncé que j'ai arrêté ma carrière, la plupart de mes amis, j'ai jamais eu de nouvelles depuis. Hein. Donc effectivement, quand on change de côté, on n'est plus la même personne. Et après, dans le rugby, on a des coachs et des accompagnateurs. Et j'ai eu quelques personnes qui ont cru en moi et qui ont cru surtout en l'arbitrage féminin, ce qui n'était pas chose facile il y a une dizaine d'années. Donc, je pense ici sur Rochefort à Gilles Cognier, qui était mon responsable et qui m'a dit moi, je crois en l'arbitrage féminin et je vais t'aider à avancer. Donc, c'est vrai que Gilles a été un des détonateurs, en tout cas, de ma carrière. Très bien. Et ce que tu préfères dans ton quotidien? Quand je récupère ma fille à l'école et que je sais que la fin de la journée arrive et qu'on on va pouvoir passer un moment un petit peu au calme. Effectivement, mes journées sont bien remplies et j'ai pas vraiment de temps de pause. Donc c'est vrai que quand la fin de journée arrive, pour moi, il me semble important de trouver quelques minutes, en tout cas, paisibles en famille pour un petit peu se retrouver. Et à cette saison, on a la piscine et c'est plutôt sympa, là, après l'école, de dire allez, on met le maillot de bain et on passe une demi-heure un petit peu à jouer ensemble. Et sur l'arbitrage, qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien? Alors, on va me trouver un peu maso. Ah, mais comme tous ceux qui sont passés là sur la série, ils m'ont fait des réponses. Jessie Trémoulière, elle m'a dit la prépa physique. Mais en fait, moi, j'allais... quand la prépa se termine... Parce qu'en fait, on n'aime pas la commencer, on n'aime pas la subir, mais quand c'est terminé, on est content de l'avoir fait. Et du coup, en fait, c'est le moment positif où on se dit... Et aussi, on arrive à aller au-delà de ses capacités personnelles. Et c'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais c'est indispensable et c'est aussi là où on montre la personne qu'on est vraiment. Et qu'on progresse. Oui. Et qu'on peut tout lâcher, prise. Et on pense à rien, voilà. Très bien. Et alors, la dernière rubrique, c'est du tac au tac. Donc, je vais te laisser deux choix. Il faut que tu choisisses du tac au tac. Roue coulée ou siffler? À siffler, du coup. Organiser une vente directe ou siffler une touche directe? Une vente directe.
Plumage ou plaquage? Plaquage. Bottes ou crampons? Crampons. Vente additionnelle ou thym additionnel? Vente additionnelle. Et œuf couvé ou ballon porté? œuf couvé. Très bien. Bon, et l'avenir, tu le vois comment? C'est quoi tes objectifs sur l'exploitation, tes objectifs au rugby? Est-ce que tu te vois continuer comme ça à faire les deux? Comment tu vois la suite? En fait, la prochaine Coupe du Monde féminine est en 2025 à Londres. Du coup, c'est clairement l'objectif ici, là, sur le court terme, sur les 2 prochaines années. Donc, ça vient très vite. Donc, mon objectif, c'est d'être de plus en plus performante en Pro D2 et peut-être de vous dire un jour que la première arbitre en top 14, ça sera moi. Je ne le sais pas. Peut-être jamais. Mais en fait, je garde cet objectif en tête parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai franchi chaque étape les unes après les autres. Étant aujourd'hui en Pro D2, ça me semble pertinent de dire que pourquoi pas penser au niveau supérieur. Après, est-ce que ça sera faisable? Ça, je ne sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, je veux y croire et je vais travailler en tout cas pour ça. En tout cas, si toi, une des seules femmes en Pro D2, tu n'y crois pas, il faut y croire pour les autres là. Exactement. C'est ton devoir. Donc, exactement. Et après, au niveau de la ferme, on est toujours un petit peu en évolution. Donc, aujourd'hui, mon objectif aussi, c'est un petit peu de soulager tous ceux qui travaillent à la ferme, donc d'améliorer un petit peu les conditions de travail de tout le monde. Donc, on a quelques améliorations à apporter, effectivement, pour soulager. Voilà, vous avez vu l'élevage, tout est fait à la main, etc. Les trémies sont en bois, donc par exemple là on va changer, on va mettre des trémies en fer. Au niveau de l'alimentation, on va peut-être faire encore quelques améliorations. Au niveau de la transformation, aujourd'hui on fait tout nous-mêmes, on cuisine nous-mêmes, on loue un labo, etc. Ça nous demande beaucoup de temps, voilà, et on a de moins en moins de temps. Donc aujourd'hui, je pense que je vais peut-être faire venir aussi des entreprises extérieures pour certaines tâches. En tout cas, le temps que je termine ma carrière sportive, parce que mes parents à la retraite pourront pas continuer indéfiniment. Si je leur dis que j'arrête ma carrière dans 10 ans, à un moment donné, ça va pas être possible pour eux. Donc, à moi de trouver des solutions, en tout cas pour éviter qu'ils subissent trop mon quotidien personnel. Parce que le but, c'est que ça soit pas un inconvénient trop lourd à porter pour eux. Bien sûr. Très bien. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut suivre peut-être l'actualité de la ferme ou alors où trouver les produits, les commander en ligne peut-être? Comment ça se passe? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Le Pigeonneau du Marais. Donc, vous pouvez nous suivre. On a un bon de commande. Donc, on peut faire de la livraison, que ça soit en frais ou bien sûr sur nos produits cuisinés. Et ensuite, on est donc dans les magasins de producteurs, quasiment tous ceux de Charente-Maritime et de Charente. Et effectivement, après, à la ferme directement, si vous passez dans le coin, il y a toujours quelqu'un pour vous recevoir et pour vous montrer nos produits. Génial. Merci beaucoup pour ton temps, Aurélie. C'était Merci vraiment à vous. Super intéressant. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.